Bonsoir Jean-Jean, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un sujet un peu plus dark que d'habitude mais que je trouve très intéressant. Je vais pas faire une très longue intro, mais avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et un petit commentaire, un partage, ça aide au référencement puis ça fait monter la chaîne et je vous en remercie énormément. Pour tous les autres contenus, c'est dans ma description, il y a tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Notre histoire commence à Oslo, en Norvège, un quartier gouvernemental qui s'appelle comme ça ici, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Le 22 juillet 2011 à 15h26. Il y a une voiture piégée qui est placée près des bureaux gouvernementaux et qui explose, causant la mort de 8 personnes et en blessant plus de 15. Mais bon, même si l'histoire est très malheureuse, le nombre de personnes qui ont été tuées et blessées a été très minime comparé à ce qu'il y aurait pu avoir dans une journée normale, parce que le jour de l'attaque, c'était une journée fériée, et en juillet, c'est le moment où les Norvégiens prennent le plus de vacances, donc ça a réduit considérablement le nombre de victimes potentielles de cet attentat-là. Les attentats d'Oslo mettent le pays sans dessus dessous, parce que c'est la plus grosse chose qu'ils ont vécu en fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a presque jamais des meurtres ou des attentats en Norvège, et ça met en fait le pays sans dessus dessous parce que personne comprend ce qui s'est passé. Mais c'est beaucoup trop tard qu'on va comprendre pourquoi il y a eu ces attentats-là. Utøya, c'est une petite île à 30 km d'Oslo qui accueille régulièrement des festivités. En fait, c'est une petite île qu'on peut louer qui appartient au Parti travailliste de la Norvège. L'île a été donnée en 1950 à la Ligue des jeunes travaillistes qui est affiliée avec le Parti travailliste qui est à la tête du pays et qui accueille chaque été des jeunes entre 14 et 18 ans pour faire une sorte de camp où ils peuvent apprendre un peu les rouages de la politique. Et le camp se passe en juillet. 2 heures après les attentats d'Oslo qui ont fait le tour du pays, qui ont fait que l'île a cessé ses activités parce que la plupart des jeunes qui se retrouvent là-bas sont les jeunes de personnes importantes, de débutés, etc. Ben ça fait en sorte qu'ils se sont posé des questions, parce que leurs parents travaillent dans ces bureaux-là, fait qu'ils se sont demandé qu'est-ce qui s'était passé, puis ça a juste mis fin aux activités qui avaient lieu sur l'île cette journée-là pour se concentrer sur ce qui s'était passé à Oslo. 2 heures après les attentats d'Oslo, il y a un policier qui se présente et qui demande de rentrer sur l'île en disant qu'il veut protéger les jeunes qui sont sur l'île pour éviter un prochain attentat sur eux. Considérant qu'ils ont attaqué leurs parents, ben l'île en fait ça devient juste une cible facile et évidente pour une prochaine attaque. Donc le policier est apporté sur l'île et réunit tous les jeunes dans une même pièce avant à 15h22 d'ouvrir le feu sur les gens qui sont présents. Il y a des jeunes qui commencent à fuir un peu partout sur l'île, à aller se cacher dans la forêt, à partir à la nage même de l'île, et les premières victimes de l'attentat commencent à appeler la police, mais la police leur répond tout simplement « Si c'est pas pour parler des attentats d'Oslo, libérez la ligne ». Finalement, la police est avertie à 15h26 des coups de feu sur l'île par sûrement des témoins qui étaient en dehors de l'île, parce que c'est eux qui ont fait la plus grosse partie de la job en fait, parce que la police a pas pu se présenter au moment où est-ce qu'ils l'ont appris en fait, ça a pris du temps avant qu'ils puissent s'en venir, entre autres à cause des barrages qu'il y avait eu à Oslo pour éviter une prochaine attaque dans la ville. Donc, ce qui fait que les visiteurs qui étaient proches de l'île ont commencé à comprendre ce qui se passait en fait et ont commencé à aller chercher des jeunes qui essayaient de s'enfuir de l'île. Il y a le touriste allemand Marcel Gleff qui est en vacances sur le bord du lac à ce moment-là. Il commence à entendre les coups de feu. Il prend son bateau quand il entend les coups de feu pour aller aider les jeunes qui sont en train de nager dans l'eau. Il leur lance des bouées de sauvetage et les ramène sur le rivage pour leur éviter toute la nage en fait de 5 km qu'il y avait à faire pour se rendre de l'île jusque sur le bord du rivage dans une eau glacée parce qu'on est en Norvège, je vous le rappelle. Il y a un autre couple aussi qui décide d'aller aider les jeunes avec leur bateau et c'est le couple d'Egg Dalen et de Toril Asin, un couple de femmes qui vivaient proche de l'île à ce moment-là et qui prennent leur bateau pour aller aider les jeunes aussi en essuyant beaucoup de coups de feu de la part de tireurs qui voulaient pas laisser les jeunes s'enfuir en fait. Les policiers vont débarquer sur l'île seulement à 18h25 et vont arrêter celui qui a perpétré les attentats d'Oslo ainsi que ceux d'Utøya, Anders Behring Breivik. Au final, les attentats d'Utøya ont causé la mort de 77 personnes et ont blessé plus de 156 jeunes, en passant par les blessures graves jusqu'à des blessures un peu plus légères. Je vous rappelle qu'ils sont âgés entre 14
et 18 ans. Les deux attaques sont d'abord revendiquées par le groupe islamique Ansar al-Jihad al-Alami. Mais comme la police norvégienne avait déjà capturé Breivik, mais ils savaient que c'était pas le groupe qui avait perpétré ces actes-là, mais que c'était Breivik qui avait absolument tout fait. Toutefois, la police a quand même enquêté pour essayer de voir s'il n'y avait pas une deuxième personne impliquée dans ces attentats-là, vu que c'était quand même compliqué en fait de gérer deux attaques comme ça aussi méthodiquement en fait, parce qu'il y a personne qui a su qu'est-ce qui avait fait en sorte que ça avait explosé à Oslo. Jamais personne qui l'a vu débarquer de la voiture piégée, et il y a personne qui s'attendait à ce qu'il soit à Utøya après pour attaquer aussi violemment des jeunes qui avaient rien fait. En fait, qui avait absolument rien fait. Au final, Breivik est accusé de 2 chefs d'accusation, donc 77 assassinats et de 42 tentatives d'assassinat, la cour n'ayant gardé que les cas les plus graves, en fait, dans les blessés. Mais le procès a été mouvementé. Il a vraiment été étrange. Le jour des attentats, Breivik publie un document texte qui répertorie en fait toutes ses idéologies et dans lesquels il donne son soutien pour les causes que je vais vous lire maintenant parce que je veux pas en oublier une, au convertisme culturel, l'ultranationalisme, au populisme de droite, à l'islamophobie, au sionisme, à l'antiféminisme et au nationalisme blanc. Une bonne personne, une très bonne personne. Breivik a révélé aux enquêteurs que son objectif principal c'était Gro Harlem Brundtland. J'ai massacré le nom, c'est sûr, ok. Qui a été première ministre du Parti travailliste 3 fois entre 1981 et 1992. Mais elle avait quitté l'île 40 minutes avant que le tueur arrive, probablement à cause des attentats d'Oslo qui ont fait en sorte qu'elle a dû sortir de l'île pour aller voir ce qui se passait. Il y a 2 diagnostics qui sont faits sur Breivik pour savoir s'il n'y aurait pas des troubles mentaux qui feraient en sorte qu'il serait non coupable aux yeux de la loi. Et Breivik est, lors de son premier diagnostic, déclaré schizophrène. Il y a un deuxième diagnostic qui est demandé par l'avocat de la couronne pour savoir si vraiment Breivik est coupable ou non. Et il en ressort de ce deuxième diagnostic que Breivik est en pleine capacité de ses moyens. Ce qui fait qu'il peut pas être non coupable aux yeux de la loi, qui rend Breivik très heureux. Parce que s'il avait été déclaré pénalement irresponsable, ça ferait en sorte que ça l'invaliderait ses propos et ses idéologies, aux yeux de tout le monde. Au final, Breivik est condamné pour la peine maximale en Norvège, soit 21 ans de prison, avec possibilité de rester à vie. Breivik conclut le procès avec une provocation en présentant ses excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes. Et quitte le procès avec son salut et son signe habituel. Après sa condamnation, tous les privilèges qui avaient été négociés par la police avec Breivik, notamment d'avoir la possession d'un ordinateur, sont révoqués par l'administration pénitentiaire qui l'accueille, pour pas qu'il puisse communiquer avec les gens qui ont les mêmes idéaux que lui et que ça crée encore des attentats dans le pays. Et ça fait aussi en sorte que Breivik purge vraiment une peine, étant coupé d'absolument toutes les personnes avec qui il avait lié un lien d'amitié par rapport à leurs idéologies. Et Breivik se retrouve isolé, se retrouve dans une salle d'isolement pour la durée de son incarcération en fait. En 2013, sa mère décède des suites d'un cancer et il n'a pas la permission d'assister aux funérailles de sa mère et il doit rester en prison. Début 2014, Breivik menace d'une grève de la faim parce qu'il considère ses conditions d'incarcération comme de la torture et dans son courrier formule plusieurs exigences dont avoir une PlayStation 3, je cite, avec accès à des jeux pour adultes qu'il peut lui-même choisir en remplacement de sa PlayStation 2, ainsi qu'un sofa plus confortable que sa chaise qui est, je cite, douloureuse. Ensuite à ça, son avocat démarre plusieurs procès qui sont tous refusés, et finalement son avocat décide de faire une plainte à la Cour européenne contre la Norvège à cause du non-respect des droits de l'homme, qui est le 29 mai 2018 rejeté par la couronne européenne. J'espère que vous avez trouvé l'histoire intéressante, même si c'est très triste ce qui est arrivé à Oslo et à Utøya. Et si vous voulez mettre des images sur ce que je vous ai raconté, il y a un film qui est sorti en 2018 qui s'appelle Un 22 juillet, qui est sur Netflix en ce moment, que vous pouvez aller regarder. Je vais mettre des liens dans la description pour la bande-annonce. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.